Les journaux de Louis et Clark font plus de 5000 pages. Dans ces pages, le nom d'un seul homme apparaît orthographié de plus de 20 manières différentes. Drouilleur, Drouillard, Drouilleur, comme si les archives pouvaient préserver son travail, mais pas son identité. Il était le chasseur principal de l'expédition, son interprète le plus important, son membre le mieux payé après les deux capitaines. Sans lui, le corps de la découverte aurait presque certainement échoué dans les montagnes. Aucun portrait de lui n'a survécu, aucune tombe n'a jamais été retrouvée. Son nom était Georges Drouillard, et l'histoire de la manière dont quelqu'un d'aussi essentiel a failli être effacé commence sur les rives de la rivière Détroit, aux alentours de 1773. La rivière Détroit, à la fin du XVIIIe siècle, fonctionnait comme une zone fluide de contact entre les empires européens et les nations autochtones, plutôt que comme une frontière rigide. Ici, des trappeurs canadiens-français, des officiers militaires britanniques et des tribus de la vallée de l'Ohio vivaient, commerçaient et se mariaient entre eux. C'est ce monde qui a produit Drouillard. Son père, Pierre Drouillard, travaillait comme interprète bilingue pour le département indien britannique, naviguant entre les langues et les alliances des Grands Lacs. Sa mère, une Sundakre, aussi connue sous le nom de Tête Plate, était une femme Shawnee du clan Kispoko. Ensemble, ils ont élevé leur fils dans un foyer où l'anglais, le français et le Shawnee étaient constamment parlés, aux côtés des gestes silencieux et expressifs du langage des signes des Indiens des plaines. Quand le garçon avait environ 21 mois, il fut baptisé sous le nom de Pierre à l'église de l'Assomption à Windsor, en Ontario. Pourtant, tout au long de sa vie, il se fit appeler Georges. Cette double identité, baptisée Pierre, appelée Georges, né d'un père français et d'une mère Connie, le plaçait au sein de la population métisse de la frontière. Il n'appartenait à aucune catégorie ethnique unique, mais opérait plutôt comme un pont entre elles. Mais au fur et à mesure qu'il entrait dans les archives historiques américaines, cette identité fluide commença à se fragmenter. L'écriture des journaux de l'époque est notoirement inégale, et les capitaines peinaient avec son nom franco-shawnee. Dans les documents officiels, il devient une série de devinettes phonétiques: Drouilleur, Drouilleur, Drouillé et Drouillard. Les standardisations des éditeurs modernes masquent souvent ces variations, mais les pages originales des manuscrits montrent comment son nom a dérivé. Le jeune gouvernement des États-Unis était impatient de cartographier et de cataloguer l'Ouest, mais sa bureaucratie ne possédait aucun moyen fiable d'enregistrer une personne d'origine mixte. Les archives suivaient son travail quotidien avec précision, mais elles ont laissé son identité s'échapper. Au printemps de 1804, lorsque les États-Unis prirent officiellement possession de la Haute-Louisiane à Saint-Louis, la ville sur le Mississippi restait massivement française. Bien que le drapeau changeât, la langue quotidienne, les lois et l'économie de la traite des fourrures appartenaient à un monde francophone. L'expédition militaire américaine qui se préparait à partir vers l'ouest ne pouvait fonctionner sans ce réseau local. Les capitaines recrutèrent largement dans ce vivier, rassemblant des bateliers et des interprètes comme Pierre Cruzat, François Labiche, Pierre Dorion, René Jussaume et Toussaint Charbonneau. Décrire ces hommes simplement comme français, cependant, revient à simplifier la société complexe et stratifiée des terres frontalières du centre. Ils étaient les produits d'un vaste système intégré de main-d'œuvre française et autochtone qui avait fait tourner l'intérieur du continent pendant un siècle. Meriwether Lewis reconnut cette réalité lorsqu'il descendit la rivière Ohio à l'automne de 1803. Le 11 novembre, au fort Massac dans l'Illinois, Lewis rencontra Georges Drouillard. La rencontre tombait à point nommé. Un groupe de soldats recrutés au Tennessee n'était pas arrivé. Lewis offrit à Drouillard 25 $ par mois à l'essai, lui avançant son premier mois de salaire pour aller les retrouver. Drouillard voyagea jusqu'au Tennessee, localisa les 8 hommes manquants et les escorta avec succès vers le nord jusqu'au camp d'hiver de l'expédition. Fin décembre, le groupe se rassembla au camp du Bois, près de l'embouchure de la rivière Bois. Le jour de Noël 1803, Drouillard signa officiellement un contrat en tant que civil. Son contrat le plaçait dans une position inhabituelle au sein de la hiérarchie militaire. Alors que les simples soldats gagnaient 5 $ par mois, le salaire de 25 $ de Drouillard faisait de lui le membre le mieux payé de l'expédition après les capitaines eux-mêmes,
gagnant finalement plus de 800 $ pour ses services. Ce statut se reflétait dans la vie quotidienne du camp. Drouillard ne dormait pas dans les tentes militaires standards avec les hommes enrôlés. Au lieu de cela, il logeait directement avec les capitaines, partageant des quartiers qui accueilleraient plus tard la famille Charbonneau. Dans ses entrées de journal privé et ses notes marginales, William Clark rompait avec sa formalité militaire habituelle, désignant fréquemment l'interprète simplement par George. C'était une marque inhabituelle de familiarité dans une expédition définie par une discipline militaire rigide, indiquant que, dès le tout début, les capitaines considéraient Drouillard comme un père essentiel. Tandis que l'expédition remontait le Missouri, les mots parlés devenaient de plus en plus peu fiables. Dans ce vaste intérieur, des centaines de dialectes distincts pouvaient isoler un voyageur en une seule journée de chevauchée. Pour franchir ces barrières linguistiques, les nations des plaines s'appuyaient sur le langage des signes des Indiens des plaines, une lingua franca silencieuse, hautement structurée. Drouillard, avec son héritage mixte, maîtrisait parfaitement ce code visuel. Meriwether Lewis documenta plus tard cette dépendance dans son journal, écrivant qu'il parlait à ces nations par les mains de Drouillard. Ce système était vital lorsque la communication vocale échouait. Quand il s'adressait aux Shoshone, la chaîne de traduction passait du Shoshone au Hidatsa, puis au français et enfin à l'anglais. Mais quand la chaîne était trop lente ou indisponible, Drouillard intervenait pour parler directement avec ses mains. Au centre de ces échanges diplomatiques se tenait Drouillard, traduisant des gestes silencieux en mots parlés et inversement. Sans sa capacité à faire le pont entre ces mondes, la diplomatie de l'expédition aurait été entièrement aveugle. La survie de l'expédition dépendait autant de la viande que de la diplomatie, et Drouillard devint rapidement le pourvoyeur principal. Les journaux consignent ses exploits de chasse. Un jour, il rapporta 6 élans. Un autre jour, il en ramena 11. Pendant l'hiver au fort Clatsop, où l'humidité et la moisissure menaçaient leurs réserves, Drouillard mena les chasses qui permirent d'abattre plus de 100 élans en 3 mois, nourrissant la compagnie quand toute autre nourriture se faisait rare. Mais la survie physique n'était qu'une des pressions qui éprouvaient la compagnie. En août 1804, près du cours supérieur du Missouri, le soldat Moïse Ride s'éclipsa du camp, emportant un fusil et des munitions. Les capitaines émirent un ordre strict de retrouver le déserteur. Drouillard mena un groupe de poursuite de 4 hommes, pistant Ride à travers la prairie pendant des jours. Le 10 août, ils rattrapèrent Ride près de la petite rivière Floyd et le ramenèrent pour passer en cour martiale. Pourtant, 2 jours seulement après cette capture réussie, une tension d'un autre ordre fit surface. Le 20 août, près de Sioux City dans l'Iowa, William Clark consigna l'enterrement du sergent Charles Floyd. Dans l'entrée du même jour, Clark ajouta une ligne brève et sèche. Drouillard, pour la perte des chevaux, est réprimandé. Clark n'offrit aucune explication sur la manière dont les chevaux avaient été perdus ou sur la raison pour laquelle son éclaireur le plus fiable était soudainement blâmé. Les journaux ne mentionnèrent plus jamais l'incident, laissant une fissure silencieuse et inexpliquée dans le registre autrement impeccable des services de Drouillard. En août 1805, l'expédition atteignit le col de Lemhi, face au pic imposant et infranchissable des montagnes rocheuses. À pied, transportant un équipement lourd, il ne pouvait aller plus loin. La survie dépendait désormais entièrement de l'obtention de chevaux de bas auprès des Shoshone. Lorsque Meriwether Lewis rencontra le chef Kamiawet le 13 août, la barrière était linguistique. Sans langue parlée commune, la chaîne de traduction en plusieurs couches s'avéra trop lente pour des négociations délicates. Drouillard s'avança. En utilisant le langage des signes des Indiens des plaines, il traduisit les demandes de Lewis en gestes physiques précis pour la quantité, la force et le paiement. Les traditions orales Shoshone rapportent que, tandis que leur chef peinait avec les mots parlés des hommes blancs, les mains du grand visiteur rendaient le sens clair. Grâce à cette diplomatie silencieuse, Kamiawet accepta d'échanger 24 chevaux, fournissant le moyen exact de traverser la ligne de partage des eaux continentales. Il n'y eut aucun triomphe militaire dans cette percée, ni aucun grand déploiement de puissance américaine. Le progrès de toute l'entreprise reposa sur une transaction silencieuse et visuelle dans une vallée de montagne,
rendu possible uniquement parce que Drouillard savait naviguer la grammaire silencieuse des plaines. En décembre 1805, la côte du Pacifique offrait une réalité brutale et implacable. L'expédition avait atteint sa destination, mais il n'y avait aucun sentiment de triomphe, seulement l'isolement humide et pourrissant du fort Clatsop. La pluie tombait presque sans cesse, décomposant les vêtements des hommes et gâtant leurs dernières provisions. Sur cette côte, la survie devint une question d'usure physique quotidienne, et la frontière entre le succès et le désastre se fit remarquablement mince. Le groupe avait désespérément besoin de canoës pour naviguer sur les rivières côtières tumultueuses et préparer leur retour éventuel vers l'Est, mais leurs réserves de marchandises traditionnelles de troc étaient pratiquement épuisées. Le 12 décembre 1805, des commerçants Clatsop arrivèrent au fort avec les embarcations exactes dont l'expédition avait besoin. Sans perles ni métaux à offrir, la situation exigeait une improvisation pratique immédiate. Drouillard négocia la transaction. Pour obtenir l'une des embarcations, il échangea le propre manteau d'uniforme de Meriwether Lewis. Au bout du continent, la laine militaire et les boutons de laiton d'un capitaine de l'armée des États-Unis n'avaient aucune valeur pratique pour les explorateurs frigorifiés et trempés, mais ils possédaient une immense valeur pour les Clatsop. Cette seule transaction définit l'hiver. Pour survivre, les commandants durent abandonner les symboles mêmes de leur fonction nationale. Ce fut un échange silencieux de prestige contre utilité, géré par un interprète qui comprenait que dans cet environnement, la survie dépendait entièrement de la volonté de s'adapter sous la pression. Le 27 juillet 1806, le long des berges venteuses de la rivière Tumedzin, dans ce qui est aujourd'hui le nord du Montana, le long bilan de diplomatie pacifique de l'expédition prit fin. Meriwether Lewis, les frères Field et George Drouillard, avaient passé la soirée précédente à partager un campement et de la nourriture avec 8 jeunes guerriers piganes de la nation des Pieds-Noirs. En raison de son parcours, Drouillard avait probablement assuré la communication, mais à l'aube, la paix fragile se brisa. Selon les journaux du capitaine, les Pieds-Noirs tentèrent de s'emparer des fusils et des chevaux du groupe. Lors de la brève lutte violente qui s'ensuivit, 2 guerriers Pieds-Noirs furent tués, l'un poignardé par Reuben Field et l'autre abattu par Lewis. Ce furent les seuls morts que l'expédition infligea directement au cours de tout son voyage de plusieurs années. Le compte-rendu officiel présente l'affrontement comme un acte de légitime défense justifié contre un vol. Pourtant, les traditions orales des Pieds-Noirs suggèrent un contexte différent, considérant l'arrivée des Américains armés comme une incursion non autorisée sur leur territoire. Les journaux eux-mêmes laissent de nombreux détails non résolus, y compris les actions précises de Drouillard pendant le combat. Sa présence est notée, mais son rôle reste largement vide, un espace ambigu dans un moment de violence soudaine. Les conséquences de ces quelques minutes sur la rivière Tumedzin durèrent des décennies. La rencontre établit un schéma d'hostilité entre les États-Unis et la nation des Pieds-Noirs, façonnant la traite des fourrures, les négociations de traités et les conflits frontaliers pour des générations. Au retour de l'expédition à Saint-Louis, la reconnaissance officielle des contributions de Georges Drouillard fut inscrite dans les archives bureaucratiques. Le 15 janvier 1807, Meriwether Lewis écrivit au secrétaire à la guerre Henry Dearborn, cherchant à obtenir une compensation adéquate pour l'interprète civil. Dans la lettre, Lewis distingua Drouillard, le qualifiant d'homme de grand mérite qui s'était uniformément acquitté avec honneur. En plus de son salaire, le gouvernement accorda à Drouillard des certificats fonciers dans le district du Cap-Girardeau, dans le territoire du Missouri. Pour un chasseur accoutumé aux espaces sans limite, cette propriété représentait un avenir statique et sédentaire. Plutôt que de cultiver la terre, Drouillard vendit les certificats pour 1300 $, convertissant sa récompense en argent liquide pour financer son retour dans les contrées sauvages de l'Ouest. Ce retour dans les contrées sauvages le lia immédiatement aux ambitions commerciales du négociant en fourrure Manuel Liza. En 1807, alors qu'il gérait l'expédition de Liza, Drouillard reçut l'ordre de retrouver un chasseur déserteur nommé Antoine Bissonnet. Drouillard le pista et lui tira dessus, lui infligeant une blessure qui s'avéra mortelle. De retour à Saint-Louis, Drouillard fut formellement jugé pour meurtre.
Bien qu'un jury l'ait acquitté après une brève délibération, la procédure judiciaire épuisa ses ressources, engloutissant l'argent qu'il avait obtenu de la vente de ses terres. Ce qui reste de Drouillard après cette épreuve n'est pas un verdict juridique, mais un rare aperçu de sa propre voie. Le 23 mai 1809, alors qu'il se préparait à repartir vers l'intérieur, il écrivit une lettre à sa sœur. Envoyée depuis Saint-Louis, la lettre porte le poids silencieux de la fatigue et des difficultés financières. Il y écrivait sa lutte pour protéger ses propriétés et sa décision de retourner vers les rivières du Haut-Pays pour chasser, reconnaissant la difficulté de sa situation. C'est l'un des seuls documents survivants écrits de sa propre main, une trace silencieuse sur papier d'un homme regardant son monde se rétrécir. Au printemps de 1810, Drouillard s'enfonça dans les vallées autour des Trois Fourches du Missouri. Il ne revint jamais. Thomas Jimes écrivit plus tard ce que l'équipe de recherche découvrit, un petit site silencieux de lutte où Drouillard avait livré son dernier combat. Ils l'enterrèrent là, dans une tombe qui resta sans inscription, bientôt engloutie par l'herbe. Aucun portrait de Drouillard ne fut jamais peint, laissant son apparence physique entièrement à l'imagination. Aujourd'hui, une montagne dans le comté de Tetone, au Montana, porte son nom, pourtant sa place dans la mémoire nationale reste vide. Il a glissé hors de vue, souvent réduit dans les histoires ultérieures à un simple trappeur français. Cela soulève la question de savoir avec quelle facilité une vie est effacée quand le monde décide de ne se souvenir que de la moitié de ce que vous étiez. La tombe disparue de Drouillard et sa vie non documentée laissent un espace silencieux dans notre mythe national. Nous préférons souvent des histoires simplifiées avec des héros bien définis, mais l'Ouest des origines fut bâti sur des identités complexes et mêlées. Son absence soulève une question plus profonde. De quelles histoires choisissons-nous de nous débarrasser pour garder nos propres légendes simples? Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.